Je m'appelle Sophie, et cet hiver, j'ai décidé de m'isoler dans une petite cabane perdue au cœur des montagnes, près de Chamonix. Photographe passionné, je voulais capturer la beauté brutale et éphémère de la neige, ces paysages figés dans le froid, où tout semble suspendu dans le temps. Ce genre de tranquillité, on ne le trouve qu'ici, loin des bruits du monde. La cabane est modeste mais charmante, un salon avec une cheminée en pierre, une cuisine rudimentaire et une chambre à l'étage. Les fenêtres, grandes et anciennes, encadrent parfaitement les paysages glacés, comme si elles avaient été conçues pour un photographe. À l'arrière, la forêt commence, sombre et dense, les branches alourdies par la neige. À l'avant, une petite route serpente vers le village, mais avec la neige qui tombe en ce moment, elle devient presque invisible. Le silence ici est total. Pas un bruit, sauf le craquement occasionnel des arbres sous le poids du givre ou le souffle du vent. Ce silence, au début apaisant, commence parfois à peser, surtout lorsque la nuit tombe. Aujourd'hui, la météo a annoncé une tempête de neige. Rien d'inquiétant, pensais-je. La cheminée est allumée, et j'ai tout ce qu'il me faut pour tenir quelques jours, nourriture, eau, et même une vieille radio qui capte encore quelques stations locales. En fin d'après-midi, les premiers flocons commencent à tomber, doucement d'abord, puis de plus en plus vite. En moins d'une heure, tout est recouvert d'un manteau blanc, et la route disparaît complètement. Je me sens seul, mais cette solitude, je l'ai choisie. Ici, il n'y a que moi, ma caméra, et l'immensité de la montagne. Pourtant, ce soir, alors que la tempête gagne en intensité, une étrange sensation me serre la poitrine. Un pressentiment? Peut-être. Je secoue la tête. Ce n'est rien, juste mon imagination qui joue avec le silence. Alors que le vent hurle dehors et que la nuit enveloppe la cabane, je me rends compte que l'hiver, si beau soit-il, peut aussi être terriblement oppressant. La tempête faisait rage dehors, le vent hurlait en rafales et secouait les volets de la cabane comme s'il voulait entrer. La nuit était tombée depuis quelques heures, et j'essayais de me distraire en triant les photos prises plus tôt dans la journée. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. Malgré la chaleur réconfortante, une étrange sensation de malaise m'accompagnait. C'est alors que j'ai entendu la première série de coups. 3 frappes sourdes, précises, contre la porte d'entrée. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Qui pourrait être ici, dans un endroit aussi isolé, en plein milieu d'une tempête? Je suis resté immobile quelques instants, retenant mon souffle, espérant avoir imaginé le bruit. Mais un deuxième coup, plus insistant, retentit. Cette fois, il n'y avait aucun doute, quelqu'un était là. Je me suis levé lentement, chaque pas vers la porte résonnant dans le silence pesant de la cabane. Une part de moi hésitait à ouvrir, mais l'autre, plus rationnelle, me rappelait que refuser d'aider quelqu'un dans ces conditions pouvait être fatal. Lorsque j'ai ouvert la porte, un homme se tenait là. Il était grand, enveloppé dans un manteau trempé, le visage pâle et les cheveux collés par la neige fondue. Ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, semblaient terrifiés. « S'il vous plaît » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je suis perdu. J'ai besoin d'aide. » Il tremblait violemment, et je pouvais voir que ses lèvres étaient bleues de froid. J'ai hésité une fraction de seconde, un frisson inexplicable me parcourant l'échine, puis je me suis écarté pour le laisser entrer. « Entrez, dis-je, ma voix un peu trop aiguë à mon goût. Vous allez attraper la mort dehors. » Il s'est avancé lentement, laissant une traînée d'eau fondue sur le sol en bois. Une fois à l'intérieur, il a retiré son manteau, révélant des vêtements tout aussi trempés. Il a tendu ses mains vers le feu, les frottant nerveusement. « Merci. Je me suis égaré sur la montagne. La tempête est arrivée plus vite que prévu, et je n'ai pas réussi à retrouver le chemin. » Quelque chose dans sa voix ou peut-être dans sa posture me semblait étrange, mais je ne pouvais pas encore mettre le doigt dessus. Tandis qu'il se réchauffait près de la cheminée, je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Le vent soulevait des tourbillons de neige, effaçant toute trace dans le paysage environnant. Pourtant, à la lumière de la lune, je distinguai quelque chose qui me fit frissonner. Les empreintes qu'il avait laissées dans la neige s'arrêtaient à quelques mètres de la porte. Aucune autre trace ne menait à la cabane. L'homme s'installait près de la cheminée, ses mains tendues vers les flammes comme s'il tentait de chasser un froid qui semblait enraciner en lui. Je lui avais donné une couverture pour qu'il puisse se réchauffer, mais son regard restait fuyant, fixé sur le feu, comme s'il évitait volontairement le mien. « Vous voulez quelque chose de chaud » demandai-je en essayant de briser le silence oppressant. « Du thé peut-être » Il hocha la tête sans me regarder, murmurant un faible « merci ». Je me dirigeai vers la cuisine, mais chaque pas semblait alourdi par une tension que je n'arrivais pas à expliquer. Ce n'était pas seulement la tempête dehors ou le fait de partager la cabane avec un inconnu. C'était autre chose,
une sensation obscure, comme si quelque chose n'allait pas. Pendant que l'eau chauffait, je jetai un coup d'œil vers lui par-dessus mon épaule. Il n'avait pas bougé, mais ses épaules étaient raides, et ses mains semblaient agripper la couverture avec une force presque inquiétante. J'avais remarqué plus tôt qu'il n'avait pas de sac à dos, aucun équipement, rien qui indiquerait qu'il était parti pour une excursion en montagne. « Vous n'avez pas de sac? Où est votre équipement » demandai-je, tentant de garder un ton neutre. Il leva les yeux vers moi pour la première fois, et une expression indéchiffrable passa sur son visage. « Je l'ai perdu dans la neige, » répondit-il après un moment. J'ai dû tout laisser pour essayer de trouver un abri. Sa réponse semblait plausible, mais il y avait une hésitation dans sa voix, un flottement qui me mit mal à l'aise. Quand je retournai près de lui avec une tasse de thé fumante, il la prit en murmurant un autre remerciement. Ses doigts tremblaient toujours, mais ce qui me perturba le plus, c'étaient ses vêtements. Bien qu'ils aient été trempés en entrant, ils semblaient maintenant complètement secs, comme si la chaleur du feu avait agi bien trop rapidement. Je tentais de repousser mes pensées paranoïaques. Peut-être que j'étais fatigué, ou que la solitude prolongée jouait avec mes nerfs. Pourtant, un détail continuait de me hanter, ses empreintes dans la neige. Je prétextai devoir aller chercher du bois à l'arrière de la cabane pour m'éloigner un instant. En ouvrant la porte arrière, le froid mordant de la nuit me saisit, mais je n'y prêtai pas attention. Mon regard se fixa immédiatement sur le sol enneigé. Rien. Pas une trace, pas un signe indiquant d'où il venait. Les empreintes devant la cabane étaient bien là, mais elles ne menaient nulle part. Elles commençaient simplement, à quelques mètres de la porte, comme si l'homme avait été déposé là par la tempête elle-même. Mon souffle devint court, et mon cœur accéléra. Je refermai la porte précipitamment et retournai à l'intérieur. Il était toujours là, immobile près du feu, mais cette fois, il semblait m'observer. « Tout va bien » demanda-t-il d'une voix calme, mais son ton contenait une étrange familiarité, comme s'il connaissait déjà la réponse. Je n'osais pas répondre, le malaise qui m'envahissait se transformait peu à peu en peur pure. Je sentais mon cœur battre de plus en plus vite, chaque fibre de mon corps hurlant que quelque chose n'allait pas. L'homme continuait à me fixer, son regard perçant semblant lire en moi. Ses traits, qui paraissaient ordinaires quand il était arrivé, semblaient maintenant légèrement décalés. Comme une peinture où les proportions seraient presque justes, mais pas tout à fait. « Vous vivez ici toute seule » demanda-t-il soudain, brisant le silence de façon presque agressive. Sa question, si simple en apparence, résonna en moi comme une menace voilée. Ma gorge se serra. « Oui, mais ce n'est que temporaire » répondis-je, ma voix légèrement tremblante. Un sourire étroit se dessina sur son visage, un sourire qui ne toucha pas ses yeux. Je détournai le regard, feignant de m'occuper avec des objets sur la table, mais mon esprit s'agitait. Que devais-je faire? Je ne pouvais pas simplement lui demander de partir, pas dans une tempête pareille. Mais pouvais-je vraiment le laisser ici? Alors que je tentais de maîtriser mes pensées, quelque chose attira mon attention dans la pièce. Une photo accrochée au mur, une vieille image en noir et blanc que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle montrait un homme debout devant la cabane, un sourire figé sur le visage. Mon souffle se coupa. C'était lui. Je regardai la photo plus attentivement, les mains tremblantes. L'homme dans l'image portait des vêtements d'un autre temps, peut-être des années 1940 ou 1950, mais ses traits étaient identiques à ceux de mon invité. Je me tournai vers lui, incapable de cacher ma panique. « Qui êtes-vous » lançai-je, ma voix brisée par la peur. Il releva lentement la tête, son expression désormais vide, presque mécanique. « Vous savez déjà qui je suis, Sophie. » La façon dont il prononça mon nom m'envoya un frisson glacial dans tout le corps. Je reculai instinctivement, cherchant une arme, une issue, n'importe quoi. « Pourquoi êtes-vous ici » criai-je, ma voix résonnant dans la cabane. Il se leva lentement, sa silhouette paraissant plus grande, plus menaçante sous la lumière vacillante du feu. « Je n'ai jamais quitté cet endroit, » murmura-t-il, sa voix étrangement calme. « Vous m'avez laissé entrer. » Un coup de vent soudain fit vaciller les flammes dans la cheminée, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Une odeur de froid, de terre humide et de pourriture remplit la pièce, me donnant la nausée. Je me précipitai vers la porte, mais elle ne s'ouvrit pas. Le loquet semblait bloqué, gelé. Je sentis sa présence derrière moi, et lorsque je me retournai, il se tenait là, son visage maintenant déformé, presque inhumain. « Vous ne pouvez pas partir, Sophie. Vous êtes chez moi maintenant. » La lumière s'éteignit soudain, me plongeant dans une obscurité totale. Mon cri resta coincé dans ma gorge, étouffé par une terreur glaciale. L'obscurité dans la cabane était totale, étouffante, comme si la lumière elle-même avait été aspirée hors de l'espace. Je tâtonnais frénétiquement,
cherchant la poignée de la porte, mais mes doigts ne rencontraient que le bois froid et lisse. Mon souffle était court, mon cœur battait à tout rompre. Puis, je l'entendis. Une respiration. Lente, profonde, trop proche. Il était derrière moi. Sophie, chuchota sa voix, résonnant dans l'obscurité comme un écho qui se tordait dans toutes les directions. Je me retournai d'un coup, mais je ne vis rien. Pourtant, je savais qu'il était là. Je pouvais sentir son regard, lourd et oppressant, posé sur moi. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça » criai-je, ma voix brisée par la peur. Un rire faible, presque un râle, s'éleva de l'obscurité. « Vous m'avez laissé entrer » répondit-il calmement. « Ce n'était pas la tempête que vous deviez craindre. C'était moi. » D'un geste désespéré, je me précipitai vers la table où j'avais laissé ma lampe torche. Mes mains tremblaient tellement que je la fis tomber au sol. Alors que je me penchais pour la ramasser, une main glacée saisit mon poignet. Je hurlai, tentant de me dégager, mais sa poigne était implacable. La lumière vacillante de la lampe torche roula sur le sol, illuminant brièvement son visage. Ce n'était plus un visage humain. Ses traits étaient étirés, ses yeux creux et brillants d'une lumière spectrale, comme une fenêtre sur un vide sans fin. « Tu ne peux pas fuir » murmura-t-il, sa voix semblant résonner à l'intérieur même de ma tête. Dans un ultime élan de panique, je réussis à attraper la lampe et à la diriger vers lui. La lumière sembla le perturber, et il recula légèrement, desserrant son emprise. Je profitai de l'instant pour courir vers la porte. Cette fois, le loquet céda, et je me ruai dehors dans la neige aveuglante de la tempête. Le froid mordait ma peau, mais je continuai à courir, mes jambes enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. Derrière moi, j'entendais des pas, mais ce n'étaient pas des pas humains. Ils étaient irréguliers, lourds, comme si quelque chose de gigantesque et de difforme me poursuivait. Je ne savais pas où j'allais. Chaque direction semblait identique, la neige effaçant tous les repères. Mais je continuais à courir, luttant contre le vent et la peur qui menaçaient de m'engloutir. Puis, je trébuchai. En tombant, la lampe torche roula hors de ma main, et la lumière s'éteignit. Je restai là, à genoux dans la neige, le souffle coupé, sentant une présence s'approcher. Quand je levai les yeux, je vis quelque chose d'impossible. Devant moi se trouvait la cabane. J'avais couru dans un cercle parfait. La porte était grande ouverte, et dans l'encadrement, il se tenait là, son visage éclairé par la lumière vacillante de la cheminée. Il souriait, un sourire qui n'appartenait pas à ce monde. « Je t'avais dit que tu ne pouvais pas partir » dit-il doucement. Le froid m'enveloppa entièrement, et la dernière chose que je vis avant que l'obscurité ne m'engloutisse fut son regard, profond et vide, comme une nuit sans fin. Je suis arrivé au village en fin d'après-midi, alors que le soleil d'hiver projetait ses derniers rayons sur les sommets enneigés des Alpes. L'air glacé mordait mes joues, et une étrange odeur, un mélange de bois humide et de terre gelée, flottait dans l'air. Je n'avais jamais vu un endroit aussi reculé. Les maisons, faites de pierres grises et de bois sombres, semblaient appartenir à une autre époque, figées dans un silence oppressant. En descendant du bus, j'ai tout de suite ressenti quelque chose d'étrange. Les regards des habitants étaient furtifs, presque méfiants. Une vieille femme, emmitouflée dans un châle usé, m'a fixé un moment avant de murmurer quelque chose en patois que je n'ai pas compris. Je l'ai remerciée poliment, mais elle s'est détournée rapidement, comme si ma présence la mettait mal à l'aise. La pension où je devais loger était modeste mais chaleureuse. La propriétaire, Madame Fournier, était une femme d'une soixantaine d'années, avec un regard profond et des mains rugueuses. En m'apportant une tasse de thé, elle a laissé échapper une remarque qui m'a glacé le sang. « Vous êtes ici pour ce cimetière, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Faites attention, mademoiselle. Il y a des choses dans cette vallée qui ne devraient jamais être dérangées. » Je n'ai pas eu le temps de lui demander ce qu'elle voulait dire, car elle s'est levée brusquement, prétextant une tâche urgente. Cette phrase tournait dans ma tête alors que je m'installais dans ma chambre. La vue depuis la fenêtre donnait sur les montagnes, mais au loin, je pouvais distinguer le début du cimetière, encore en partie pris dans la glace. Ce soir-là, alors que le vent hurlait autour de la pension, je me suis allongé, incapable de me débarrasser de cette impression tenace. Quelque chose m'attendait ici, quelque chose que je n'étais pas certaine de vouloir découvrir. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, emportant mon carnet et mes outils d'archéologie. Le village était encore enveloppé dans une brume épaisse, et le froid mordant s'infiltrait à travers mon manteau. J'ai traversé les ruelles désertes, mon sac pesant légèrement sur mon épaule, avant de suivre le sentier qui menait au cimetière. En arrivant, j'ai été frappé par le contraste saisissant, une étendue de tombes anciennes, partiellement dégagée par le dégel, entourée par des montagnes imposantes.
Les pierres tombales étaient couvertes de gravures étranges, des symboles que je ne reconnaissais pas, comme un langage oublié. Certaines étaient inclinées, d'autres brisées, comme si le temps avait tenté de les effacer, mais elles semblaient résister. Je me suis approché de l'une des tombes les plus intactes. Sous la couche de givre, j'ai discerné une inscription gravée dans une langue qui m'était totalement inconnue. Je l'ai copiée dans mon carnet, notant chaque détail. C'est alors que j'ai remarqué une chose inhabituelle, un objet enterré à moitié dans le sol gelé, juste à côté de la tombe. C'était un amulette, grossièrement sculpté dans ce qui ressemblait à de l'os, avec un cercle métallique autour. En la ramassant, une étrange sensation m'a traversé, comme un léger vertige. Elle était froide, bien plus froide que le sol lui-même, presque brûlante contre mes doigts. Alors que je continuais mon exploration, une sensation persistante me suivait, l'impression d'être observé. À plusieurs reprises, j'ai tourné la tête brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement le murmure du vent à travers les arbres dénudés. En fin d'après-midi, les nuages s'étaient épaissis, et la lumière déclinait rapidement. J'ai décidé de rentrer, emportant l'amulette avec moi pour l'examiner plus tard. En quittant le cimetière, je me suis retourné une dernière fois. Une brume étrange semblait s'élever entre les tombes, et dans l'air, j'ai cru entendre un son étouffé, comme un soupir. La première nuit fut calme, mais je ne pouvais échapper à une étrange sensation qui s'était installée en moi. J'avais pris place dans ma chambre, allumant une bougie pour chasser l'obscurité qui s'était insinuée dans chaque recoin de la pièce. Mais malgré l'éclairage, une froideur persistante emplissait l'air, une froideur qui ne venait pas de la température extérieure. À minuit, je me suis réveillé en sursaut. Un bruit, léger mais distinct, avait perturbé le silence de la nuit. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre d'où venait le son. Des voix, des murmures étouffés, semblaient provenir du fond de la vallée, de la direction du cimetière. Je me suis levé et me suis précipité vers la fenêtre. Le vent soufflait fort, secouant les branches des arbres, mais au-delà du bruit des intempéries, je pouvais encore entendre ces voix. Des mots incompréhensibles, des murmures pressants qui me glaçaient le sang. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi étranger. Tant bien que mal, j'ai tenté de me rendormir, mais la voix persistait dans mon esprit. Elle se glissait sous ma peau, m'arrachant des frissons. Les heures passaient, et tout ce que je pouvais faire était de regarder les ombres danser sur les murs. Puis, à 3 heures du matin, je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air. C'est là que je l'ai vue. Une silhouette, presque translucide, se tenait dans la brume qui s'était formée autour du cimetière. Elle était grande, éthérée, comme une ombre, mais elle semblait regarder directement dans ma direction. Un frisson glacé m'a traversé, et mes jambes se sont presque dérobées sous moi. Quand j'ai cligné des yeux, la silhouette avait disparu, engloutie par l'obscurité. Je suis rentré précipitamment dans la chambre, mais les voix, elles étaient là, plus proches que jamais. Cette fois, elles étaient distinctes, presque comme des chuchotements dans mon oreille. Elles me parlaient d'une malédiction, de ceux qui ne devaient pas reposer en paix. Je n'avais jamais cru aux esprits, aux présences surnaturelles, mais cette nuit-là, tout cela semblait tellement réel. Je me suis recroquevillé sous mes couvertures, mais même dans l'obscurité, je sentais les yeux de quelque chose m'observer. Les murmures n'avaient pas cessé, et dans la profondeur de la nuit, j'ai compris que quelque chose d'ancien, de terrifiant, se réveillait lentement. Les jours qui suivirent, le phénomène ne fit qu'empirer. Les voix devinrent plus claires, plus pressantes, comme si elles cherchaient à m'atteindre personnellement. La sensation d'être observé ne me quittait plus, et, bien que je tentais de rationaliser tout cela, il devenait de plus en plus difficile de ne pas croire que quelque chose de surnaturel se produisait autour de moi. Je me suis rendu à la bibliothèque du village, dans l'espoir de trouver des informations sur ce cimetière ancien et sur les mystères qui l'entouraient. Les livres étaient poussiéreux, certains si vieux que leurs pages semblaient prêtes à se décomposer sous mes doigts. C'est alors que je suis tombé sur un petit manuscrit relié en cuir, dont la couverture était décorée de symboles similaires à ceux que j'avais observés sur les pierres tombales. Il n'était pas répertorié dans les archives modernes, ce qui éveilla ma curiosité. À l'intérieur, j'ai trouvé des écrits qui parlaient d'une ancienne malédiction jetée sur le village il y a plusieurs siècles. Le texte racontait l'histoire de la tribu des montagnes obscures, un groupe isolé qui, pour apaiser une entité ancienne, avait enterré ses membres les plus puissants dans ce cimetière. Mais, au lieu de les honorer, la tribu avait trahi cette entité, brisant un pacte sacré. En conséquence, la malédiction fut lancée. Ceux qui fouleraient ce sol, ou troubleraient leur tombe, seraient condamnés à libérer cette présence qui s'éveillerait lentement pour ravager le monde des vivants. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais, mais en lisant plus loin, une phrase me glaça jusqu'aux os. Lorsque le froid fondra et que les tombes seront exposées, les morts se lèveront,
et le pire sera encore à venir. Je sentais une pression dans ma poitrine. Les voix dans la nuit étaient les murmures de ces âmes en colère, cherchant à faire entendre leur douleur, mais aussi à avertir ceux qui osaient perturber leur repos. Je me suis précipité à l'extérieur, mes mains tremblantes, en espérant que la brume recouvrant le cimetière n'était qu'une illusion de mon esprit. Mais à mesure que je m'approchais, la brume s'épaississait, devenant presque solide, comme un voile qui m'aspirait. Puis, à travers cette brume, j'ai vu quelque chose qui me fit vaciller sur mes jambes, une silhouette, une forme indistincte, se mouvant parmi les tombes. Elle se déplaçait lentement, comme si elle marchait sur un sol qu'elle avait longtemps oublié. C'était une présence vivante, mais en même temps morte. Le vent se leva soudainement, soufflant la brume et dévoilant une scène terrifiante. Là, au centre du cimetière, les tombes semblaient se fissurer, des fissures profondes apparaissant sur les pierres, comme si quelque chose cherchait à sortir du sol. Les murmures se transformèrent en hurlements déchirants, et un froid glacial, d'une intensité insoutenable, s'empara de tout le village. C'était à ce moment précis que j'ai compris. Ce que je croyais être un simple avertissement était en réalité une malédiction qui se réveillait, lentement mais sûrement, et il n'y avait plus de retour en arrière. La nuit suivante, quelque chose d'impensable se produisit. Je savais que les choses allaient empirer, mais à cet instant, j'étais loin de me douter de l'ampleur de ce qui m'attendait. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, assis sur le bord de mon lit, les yeux rivés sur l'amulette posée sur la table de chevet. Je sentais une étrange pression, une chaleur diffuse qui émanait de l'objet, comme si ce simple artefact était porteur de quelque chose de bien plus sombre. Les murmures ne m'avaient pas lâché depuis des jours, mais cette nuit-là, ils étaient plus clairs, plus distincts. Ils semblaient provenir de sous la terre, des tombes elles-mêmes. J'avais l'impression que la terre sous mes pieds se mettait à vibrer légèrement, comme si un grand mouvement se préparait dans les profondeurs. C'était comme si la terre appelait, et je savais que j'étais lié à ce réveil. Je me suis précipité dehors, malgré la peur qui me serrait la gorge, et je me suis dirigé vers le cimetière, guidé par une force irrésistible. À mesure que je m'enfonçais dans la brume, je pouvais entendre les voix de plus en plus proches, et cette fois, elles étaient plus que des murmures. Elles étaient des cris, des gémissements, comme si les âmes perdues tentaient de s'échapper. Et je savais, d'une manière que je ne pouvais expliquer, qu'elles m'attendaient. En arrivant au centre du cimetière, j'ai vu ce qui ne devait jamais être vu. Les tombes s'étaient ouvertes. Pas toutes, mais certaines d'entre elles, fissurées comme des coquilles brisées, la terre battue s'élevant lentement autour d'elles, comme si des mains invisibles tentaient de sortir de la terre. Des formes éthérées, presque humaines, se dessinaient dans la brume, flottant dans l'air, leurs visages déformés par une souffrance éternelle. Elles m'observaient avec une intensité glaciale. Le sol tremblait sous mes pieds, et, à l'instant où je m'approchais d'une tombe particulièrement grande, j'ai vu une silhouette se relever lentement. Il n'était pas comme les autres, plus solide, plus tangible. Un homme, ou plutôt ce qu'il en restait, émergeait du sol. Son visage était pâle, presque translucide, ses yeux vides, mais il me fixait avec une colère silencieuse. La terre qui l'entourait était marquée par des symboles archaïques, semblables à ceux que j'avais trouvés dans le manuscrit. Il semblait vouloir me parler, mais aucune parole ne sortait de sa bouche. Les hurlements des autres âmes se mêlaient à un cri intérieur, une souffrance insupportable que je pouvais ressentir au fond de mes entrailles. En levant l'amulette que j'avais toujours gardée avec moi, je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ce n'était pas un simple artefact, c'était la clé de tout. Mais avant que je ne puisse comprendre ce qu'il fallait en faire, la silhouette s'avança, et une brume noire, épaisse, s'enroula autour de moi, m'empêchant de respirer. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, je devais apaiser cet esprit, retourner l'amulette dans sa tombe, où tout serait perdu. Mais comment revenir en arrière maintenant que le mal avait commencé à se déchaîner? Le sol s'effondrait autour de moi, les voix des morts hurlant, réclamant vengeance. Je pouvais entendre la terre se fissurer encore plus profondément, et c'est alors que je réalisai, la malédiction n'avait pas seulement été réveillée. Elle était en train de se déchaîner. Et le pire, c'était que je faisais partie de son réveil. En 1998, un groupe de 6 amis a disparu dans les montagnes des Pyrénées françaises. À l'époque, j'étais encore étudiant en journalisme, et cette affaire m'a profondément marqué. Je me souviens des gros titres, Mystère dans les Pyrénées, 6 jeunes introuvables après un séjour en chalet. Les détails étaient aussi fascinants qu'effrayants. Ils étaient partis pour passer l'hiver ensemble, loin de tout, dans un chalet isolé qu'ils avaient loué pour 2 mois. 2 couples et 2 amis célibataires. Des jeunes dans la vingtaine, pleins de vie et d'ambition, à en croire les témoignages des proches.
Mais après quelques semaines, plus de nouvelles. Les appels téléphoniques restaient sans réponse, et les familles, inquiètes, avaient alerté les autorités locales. Une équipe de secours avait été envoyée. Ils avaient trouvé le chalet, recouvert de neige, perdu dans un silence presque oppressant. À l'intérieur, tout semblait intact, des vêtements éparpillés, des assiettes sur la table, des tasses à moitié pleines. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun indice de départ précipité. C'était comme si les 6 amis s'étaient évaporés dans l'air glacial. Malgré des recherches intensives dans la région, aucune trace n'avait été trouvée. Pas de corps, pas de traces de pas menant à l'extérieur. Juste ce chalet figé dans le temps, portant les derniers échos d'une présence humaine. Le mystère avait captivé la France, mais il avait fini par s'effacer des mémoires, comme tant d'autres histoires non résolues. Pourtant, moi, je n'avais jamais oublié. Cette affaire hantait mon esprit. Comment 6 personnes pouvaient-elles disparaître sans laisser de traces? C'est cette question qui allait me pousser, 10 ans plus tard, à entreprendre un voyage que je n'oublierai jamais. 10 ans après le drame, je me tenais enfin devant le chalet. Je ne pouvais pas croire que j'y étais. Tout autour, les montagnes des Pyrénées s'élevaient, imposantes et silencieuses, sous un ciel gris chargé de neige. La route pour y arriver avait été un enfer, une piste étroite et glissante où chaque virage semblait prêt à m'avaler. Mais maintenant, je me trouvais face à cette bâtisse qui avait obsédé mes pensées pendant tant d'années. Le chalet était presque entièrement recouvert par la neige, comme si la montagne elle-même avait tenté de l'effacer. Les fenêtres étaient encrassées, mais intactes. La porte, en bois massif, portait des traces de gel et de vieillissement, mais elle restait solidement fermée. Tout semblait figé, préservé, comme si le temps s'était arrêté au moment précis où les 6 amis avaient disparu. J'ai poussé la porte, et un grincement long et plaintif a résonné dans l'air glacé. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, presque oppressante. Une odeur de bois humide et de poussière m'a assailli. Les meubles étaient encore là, comme décrits dans les rapports de l'époque, une table, des chaises, un vieux canapé. Des objets personnels étaient éparpillés, comme si les habitants s'étaient absentés pour une minute seulement. Une écharpe pendait toujours sur le dos d'une chaise, et un mug fissuré reposait sur la table. Je me suis aventuré plus loin, mon souffle se condensant dans l'air froid. Chaque pas faisait craquer le plancher, un son presque trop fort dans ce silence étouffant. Je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'étais observé, bien que le chalet soit vide depuis une décennie. C'est alors que je les ai trouvés, les diarrhires. Ils étaient empilés sur une étagère, certains à moitié enfouis sous une couche de poussière épaisse. Des cahiers banals, couverts de griffonnage et de dates. Mes mains tremblaient lorsque j'en ai ouvert un. Je me souvenais des mots des enquêteurs, ils n'ont rien laissé derrière eux pour expliquer leur disparition. Pourtant, ces pages semblaient raconter une histoire, leur histoire, celle que je m'apprêtais à découvrir. À ce moment-là, je ne savais pas que, en tournant ces pages, je venais de franchir une ligne invisible. Une ligne qui me liait à eux, à ce chalet, et à ce qui s'était réellement passé cet hiver de 1998. J'ai commencé à lire les journaux dès ma première nuit dans le chalet. Les premières pages étaient légères, remplies de récits d'amitié, de rires, et de plans pour profiter de leur retraite hivernale. Ils décrivaient les repas qu'ils partageaient, les jeux auxquels ils jouaient pour passer le temps, et les longues soirées passées autour de la cheminée. Mais au fil des pages, le ton changeait. Un des amis, Lucas, avait noté une étrange observation dans son journal. Une nuit, alors qu'il était sorti pour ramasser du bois, il avait aperçu des empreintes dans la neige, menant vers la forêt. Ces traces n'appartenaient à aucun d'entre eux, et elles disparaissaient brusquement, comme si la personne avait simplement cessé d'exister. Quelques jours plus tard, une autre entrée parlait de bruits nocturnes. Claire, une des femmes, avait entendu des pas qui semblaient tourner autour du chalet. Elle avait réveillé les autres, mais quand ils avaient regardé dehors, il n'y avait rien, seulement la nuit noire et le silence des montagnes. Les journaux devenaient de plus en plus troublants. L'écriture devenait nerveuse, les phrases plus courtes, presque frénétiques. On nous observe, écrivait Claire dans une entrée. Je le sens. Quand je regarde par la fenêtre, je vois quelque chose bouger entre les arbres, mais à chaque fois que je fixe mon regard, il n'y a rien. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est que ces phénomènes ne se limitaient pas aux pages des journaux. À peine avais-je commencé à lire que des bruits semblables résonnaient dans le chalet. Des craquements dans les murs, des bruits de pas légers à l'étage alors que j'étais seul. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut après avoir entendu un coup sourd contre une des fenêtres. Je suis sorti pour vérifier, mais il n'y avait aucune trace dans la neige fraîche. Le pire, c'était cette sensation que quelque chose n'allait pas. Une présence, comme un poids invisible dans l'air, une oppression constante. Chaque fois que je levais les yeux des journaux, j'avais l'impression que quelqu'un se tenait juste derrière moi.
Mais chaque fois que je me retournais, je ne voyais rien. J'aurais dû partir à cet instant. Mais une force inexplicable me retenait. Une curiosité morbide, peut-être, ou cette impression de devoir comprendre, d'aller jusqu'au bout. Pourtant, au fond de moi, je savais que je jouais avec quelque chose qui dépassait l'entendement. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Les pages des journaux révélaient une descente lente mais inexorable dans la peur et la paranoïa. Les amis avaient commencé à se méfier les uns des autres, certains accusant les autres de jouer des tours ou de cacher quelque chose. Les tensions montaient, et les entrées des journaux devenaient de plus en plus incohérentes. « Quelque chose est là », écrivait Lucas dans une page tachée d'encre. « Je l'ai vu. Ce n'est pas humain ?» Les descriptions étaient floues, mais toutes convergeaient vers une même image. Une silhouette sombre, presque indistincte, qui rôdait autour du chalet, parfois si proche qu'il pouvait entendre son souffle contre les fenêtres. Pendant ce temps, le chalet lui-même semblait changer. L'un des amis avait noté que les pièces paraissaient plus petites, les ombres plus longues, et l'air plus froid. Les miroirs reflétaient des choses qui n'étaient pas là. Une nuit, ils avaient entendu des grattements derrière les murs, comme si quelque chose essayait de se frayer un chemin. Ces descriptions auraient pu sembler exagérées, voire délirantes, si je n'avais pas moi-même vécu des phénomènes similaires. Une nuit, alors que je lisais à la lueur d'une lampe torche, j'ai entendu des bruits venant du sous-sol, une pièce que je n'avais pas encore explorée. Le son ressemblait à des pas, lents et lourds. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis descendu. La porte du sous-sol était vieille, avec des marques d'usure qui semblaient être des griffures. En l'ouvrant, j'ai senti un courant d'air glacé qui me figea sur place. La pièce était petite, encombrée de vieux meubles et de boîtes. Mais au fond, contre un mur, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait reculer d'un pas. C'était un cercle gravé dans le sol, entouré de symboles que je ne reconnaissais pas. Au centre, une vieille boîte en métal était posée, rouillée mais intacte. En l'ouvrant, j'ai découvert des objets qui semblaient appartenir aux amis disparus. Une montre, un bracelet, une photo pliée en deux. Tout était soigneusement arrangé, comme une sorte d'offrande. À ce moment-là, le bruit recommença, mais cette fois, il venait d'au-dessus de moi. Des pas rapides, comme si quelqu'un courait dans le salon. J'ai remonté les escaliers précipitamment, mais en arrivant, il n'y avait personne. Juste les empreintes mouillées de pas humains sur le sol, menant jusqu'à ma chaise, là où j'avais laissé les journaux. La peur me tenaillait, mais il était trop tard pour partir. Une tempête de neige s'était levée, coupant toute possibilité de quitter les lieux. Je n'avais plus qu'un choix, rester, continuer à lire, et tenter de comprendre ce qui était arrivé ici. Mais au fond de moi, je savais que ce que je découvrirais risquait de sceller mon propre destin. La dernière nuit fut la plus terrifiante de ma vie. Tout dans le chalet semblait s'être retourné contre moi. Les murs craquaient comme s'ils étaient vivants, le vent hurlait à travers les fissures, et cette sensation oppressante, cette présence invisible mais palpable, ne me quittait plus. Je m'étais barricadé dans une petite chambre à l'étage, la seule pièce où je me sentais légèrement en sécurité. Mais même là, l'air était glacial, et le silence était régulièrement brisé par des bruits de pas lourds résonnant dans les couloirs. Je savais que je n'étais pas seul. C'est alors que j'ai entendu un bruit que je ne pouvais ignorer, des coups, puissants, venant du rez-de-chaussée. Je n'avais pas le choix, il fallait que je descende. Armé de ma lampe torche et d'un couteau trouvé dans la cuisine, je suis retourné dans la pièce principale. Ce que j'ai vu me glaça le sang. Les journaux étaient éparpillés sur le sol, et au centre de la pièce, une forme sombre se tenait là. C'était une silhouette humanoïde, mais floue, comme si elle était composée d'ombres mouvantes. Elle ne bougeait pas, mais je sentais son regard peser sur moi. J'ai tenté de parler, ma voix tremblante. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» La silhouette ne répondit pas. Mais soudain, elle pointa du doigt le sous-sol. Une terreur indescriptible m'envahit, mais je sentais que je devais y aller, comme si quelque chose m'y attirait. Dans le sous-sol, le cercle gravé dans le sol brillait faiblement, une lumière spectrale qui semblait pulser comme un battement de cœur. La vieille boîte en métal que j'avais ouverte quelques jours plus tôt était à nouveau fermée. Cette fois, je la pris et la jetai au sol avec rage. En s'ouvrant, elle révéla un dernier objet que je n'avais pas remarqué auparavant, une photo. Elle montrait les 6 amis, souriant devant le chalet. Mais leurs visages étaient déformés, comme rongés par une ombre obscure. Et derrière eux, la silhouette que j'avais vue dans la pièce principale se tenait là, plus nette, plus terrifiante. C'est alors que tout bascula. Les lumières vacillèrent, et une force invisible me projeta contre le mur. J'entendais des voix, des cris, des rires, un mélange chaotique de sons qui me brisait les tympans. La silhouette était là, dans le sous-sol, avançant lentement vers moi. Dans un ultime sursaut de courage,
J'ai attrapé la boîte et l'ai jetée dans le cercle gravé. Une lumière aveuglante emplit la pièce, accompagnée d'un cri strident. Puis tout s'éteignit. Quand je me suis réveillé, le chalet était silencieux. La tempête avait cessé, et le cercle dans le sol avait disparu. Tremblant, je suis sorti en titubant, laissant tout derrière moi. Je n'ai jamais publié cette histoire. Les journaux, les photos, tout ce que j'avais trouvé, je les ai brûlés. Mais parfois, la nuit, quand tout est calme, je sens encore cette présence. Et je sais que ce chalet, dans les profondeurs des Pyrénées, m'appelle toujours. Je m'appelle Claire, et je suis médecin. Quand on m'a proposé cette mission dans un petit village reculé du nord de la France, je n'ai pas hésité. Les rapports parlaient d'une mystérieuse épidémie, des habitants tombant malades sans explication. C'était le genre de défi qui m'avait poussé à choisir cette carrière. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir. Lorsque j'ai quitté la route principale pour emprunter le chemin enneigé qui menait au village, une sensation étrange m'a envahi. Le silence était total, étouffant. Pas un seul oiseau, pas un souffle de vent, rien que le crissement des pneus sur la neige. L'air était si glacial que chaque respiration me brûlait la gorge. En arrivant à la place centrale, j'ai coupé le moteur et regardé autour de moi. Tout semblait figé, comme une scène sortie d'un conte macabre. Les maisons étaient parfaitement alignées, leurs toits croulant sous le poids de la neige. Il y avait des traces de vie, une chaise basculée devant une maison, une écharpe abandonnée sur le sol. Mais aucun mouvement, aucune âme qui vive. Et puis je les ai vus. Les habitants, immobiles, comme des statues, dans des positions étrangement naturelles. Une femme tenant un panier, un vieil homme assis sur un banc, une jeune fille regardant par une fenêtre. Leur visage n'exprimait pas de peur, juste une sérénité glaçante. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Était-ce une paralysie collective? Une sorte de poison dans l'air? Je suis sorti de ma voiture et ai avancé, mes bottes s'enfonçant dans la neige profonde. Je me suis approché de la femme au panier. Elle était là, figée, les doigts encore enroulés autour de l'anse. Sa peau était froide mais pas gelée, comme si elle venait juste de s'arrêter. Je me suis retourné pour appeler à l'aide, mais ma voix s'est perdue dans le vide. Pas un écho, pas une réponse. Seulement ce silence écrasant, un silence si lourd qu'il semblait vouloir m'engloutir. Je ne sais pas combien de temps j'ai erré dans les rues du village, appelant désespérément, sans réponse. Tout était figé, comme si le temps lui-même avait cessé d'exister ici. Je commençais à perdre espoir quand je l'ai vue. Au coin d'une maison, près d'un vieux puits gelé, une petite fille était assise, les bras entourant ses genoux. Elle portait un manteau rouge, taché de neige fondue, et ses cheveux noirs en bataille encadraient un visage pâle, presque translucide. Contrairement aux autres, elle bougeait, mais très lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Je me suis approché prudemment, m'accroupissant pour me mettre à sa hauteur. « Bonjour, je m'appelle Claire, » dis-je doucement. « Je suis médecin. Tu vas bien ?» Elle a levé les yeux vers moi, et ce que j'ai vu m'a donné des frissons. Ses pupilles étaient dilatées, presque noires, et son regard semblait vide, comme si elle voyait à travers moi. Elle n'a pas répondu. Ses lèvres étaient gercées, ses mains tremblaient. « Tu es toute seule? Où sont tes parents ?» insistai-je. Toujours aucun mot. À la place, elle a baissé les yeux vers le sol et a tendu un morceau de papier qu'elle tenait dans sa main. Je l'ai pris doucement. Une seule chose était écrite, en lettres tremblantes, froid. Mon estomac s'est noué. Oui, il fait très froid, mais ne t'inquiète pas, on va trouver un endroit chaud, promis. Elle n'a pas réagi. Pas une larme, pas un soupir, juste ce silence oppressant qui semblait l'envelopper. Je me suis levé et ai regardé autour de nous. L'église, au centre du village, semblait être le seul endroit intact, ces vieilles pierres offrant peut-être un refuge contre ce froid glacial. « Viens, » dis-je en tendant la main. « On va aller là-bas. » Elle m'a suivi, mais à distance, traînant les pieds dans la neige, ses petites empreintes s'effaçant presque immédiatement sous les flocons qui tombaient à nouveau. Chaque pas semblait résonner dans ce vide immense, et plus on approchait de l'église, plus j'avais l'impression d'être observé. Par quoi? Je n'en savais rien. Lorsque nous sommes arrivés à l'église, l'air à l'intérieur était un peu plus chaud, mais pas de beaucoup. La cheminée était éteinte, et l'odeur de bois vieux et humide flottait dans l'air. Je suis allé droit vers l'autel, allumant une petite bougie que j'avais dans mon sac, espérant que la flamme attirait un peu de chaleur. La petite fille s'est assise sur une banquette, toujours silencieuse, les bras serrés autour de ses genoux. Je me suis installé à côté d'elle, tentant de lui parler à nouveau, mais elle ne répondait toujours pas. Alors, j'ai commencé à explorer un peu l'intérieur de l'église. Les bancs étaient couverts de poussière,
Les vitraux étaient brisés, et la neige avait commencé à s'infiltrer par les fenêtres. Ce n'était pas simplement un village figé dans le temps, c'était comme si l'endroit lui-même mourait lentement. Mon regard s'est posé sur un vieux livre posé sur un pupitre en bois, juste à côté de l'autel. Il avait l'air ancien, couvert de moisissures, mais il dégageait une étrange aura. Curieuse, je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de textes en latin, mais ce qui m'a frappé, c'est que certaines pages étaient griffonnées de façon chaotique, presque frénétiquement, avec des symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Je me suis installé à une table, me concentrant sur ces inscriptions incompréhensibles. Mais au fur et à mesure que je les lisais, une sensation étrange m'envahit, comme si quelque chose m'épiait. Le froid se faisait de plus en plus intense, presque oppressant. J'ai tourné une page, et là, je suis tombé sur une image dessinée à la main. C'était une créature, une forme vaguement humaine mais déformée, ses yeux énormes et noirs, ses bras allongés comme des tentacules. Je sentais mon cœur s'accélérer. Ce n'était pas seulement un journal de prière ou un simple livre religieux. C'était un livre ancien, chargé d'un savoir interdit. Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage, car soudainement, la petite fille se leva brusquement, la tête baissée, et se dirigea vers l'entrée de l'église, sans un mot. Je l'ai suivie, mais avant de sortir, je me suis arrêté un instant, mon regard s'arrêtant sur un détail étrange. Une empreinte de main, gelée dans la poussière sur le sol de l'église, comme si quelqu'un avait essayé de s'y accrocher en vain. Un frisson glacé parcourut mon échine. Je n'étais pas seul ici. Et la sensation que quelque chose, ou quelqu'un, m'observait devenait de plus en plus insupportable. Lorsque j'ai franchi le seuil de l'église, un vent glacial souffla soudainement, m'enveloppant dans un froid presque surnaturel. La petite fille, désormais devant moi, s'était arrêtée au milieu de la place du village, immobile, comme si elle attendait quelque chose. Son visage était toujours aussi absent, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque malsaine. J'ai fait un pas vers elle, quand tout à coup, un grondement sourd, comme un souffle profond et rauque, se fit entendre autour de nous. Je me suis figé. C'était un bruit que je n'avais jamais entendu, un bruit qui semblait provenir de la terre même, du ciel, de l'air. Un cri, étouffé et lointain, résonna dans ma tête. La neige autour de nous sembla s'intensifier, formant des tourbillons étranges, et le vent se fit plus violent. Puis, elle parla. « Il vient !» Sa voix était faible, tremblante, comme si elle peinait à formuler ses mots. Mais ce n'était pas cette phrase qui m'avait glacé, c'était la façon dont elle l'avait dite, comme si elle avait été prédite, attendue. Une frayeur intense envahit chaque fibre de mon être. Je n'avais pas le temps de répondre. Une ombre gigantesque, noire comme la nuit la plus noire, se dessina devant moi, au bout de la rue déserte. Elle semblait se matérialiser à partir du froid, une masse informe qui se mouvait lentement vers nous. Je pouvais sentir l'air se raréfier autour de moi, comme si toute la chaleur était aspirée par cette entité. Je n'arrivais plus à respirer correctement, mon corps se refroidissant à chaque seconde qui passait. La petite fille tomba à genoux, tremblante, la tête baissée. Elle ne bougeait plus, comme si elle était déjà soumise à cette chose, comme si elle avait accepté son destin. Moi, j'étais paralysé par la terreur. L'ombre se rapprochait. Elle n'était plus à 10 mètres, plus à 5. Elle semblait se nourrir de la neige elle-même, comme si chaque flocon qui tombait était absorbé par elle. Je ne pouvais plus bouger. J'étais figé sur place, mes jambes incapables de faire le moindre mouvement. C'était comme si une force invisible m'enserrait, m'écrasant sous un poids que je ne pouvais pas comprendre. Chaque souffle devenait plus difficile, comme si mes poumons étaient remplis de glace. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. L'entité était maintenant juste devant moi, et je pouvais voir son visage ou ce qui en restait. Il n'avait pas de traits, juste des ombres mouvantes qui se formaient et se dissipaient, mais ses yeux noirs et profonds, emplis d'une soif insatiable de chaleur, de vie. La petite fille leva enfin les yeux vers moi. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux, autrefois vides, étaient maintenant emplis de larmes gelées. Il ne te laissera jamais partir. La créature, ou ce qui restait d'elle, tendit une main froide, si froide que je sentis la température de l'air chuter encore plus. Elle s'approcha lentement, et je compris, dans un éclair de lucidité, qu'elle se nourrissait de ma peur, de la chaleur qui m'était encore propre. Elle n'avait jamais eu l'intention de me laisser partir. Et alors, un cri d'agonie se mêla au hurlement du vent. Mon corps, glacé par la terreur, commença à céder, mes muscles se contractant comme si la glace s'insinuait sous ma peau. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là, la créature face à moi, la terreur paralysant chaque cellule de mon corps. La petite fille était toujours là, la tête baissée, ne bougeant plus.
Le froid me transperçait, gelant mon esprit tout autant que mes membres. Je pensais que j'allais mourir, là, dans ce village où le temps semblait avoir disparu. Mais, alors que l'ombre se rapprochait, quelque chose de plus profond se produisit. Un cri, faible mais puissant, perça le silence glacial. C'était le cri de la petite fille. Elle s'était redressée soudainement, ses bras tendus vers l'entité. Ses yeux brillaient d'une lumière intense, comme si elle avait retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu. Une chaleur étrange émanait d'elle, une chaleur qui contrastait avec le froid oppressant qui m'entourait. « Lève-toi, Claire !» m'ordonna-t-elle d'une voix forte, presque étrangère. Je voulais bouger, je voulais fuir, mais je ne pouvais pas. Le froid était trop intense, l'entité trop proche. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. La petite fille se mit à chanter, une mélodie ancienne, douce mais terriblement effrayante, et l'ombre sembla se reculer, hésitante. Je compris alors que la créature n'était pas simplement un monstre de glace, mais une entité ancienne, un être qui se nourrissait non seulement du froid, mais de la souffrance, de l'isolement, du désespoir des vivants. Elle était la cause de cette éternité de neige, de ce cycle sans fin d'hiver. Elle emprisonnait les âmes dans une boucle gelée, les empêchant de trouver la paix, se nourrissant de leur chaleur vitale. La petite fille, en quelque sorte, était le rempart contre cette créature. Elle n'était pas un simple survivant, elle était une clé. Un agent de ce froid infini, et pourtant, elle avait été marquée par l'entité, asservie d'une manière que je ne comprenais pas complètement. Mais en elle brûlait encore la possibilité d'une échappatoire. Je fermai les yeux un instant, me concentrant sur ce chant. Une chaleur inattendue se fit lentement sentir, une chaleur qui semblait venir de l'intérieur. J'ouvris les yeux, et tout à coup, j'étais consciente de mon corps, de chaque respiration, de chaque pulsation de mon cœur. Je me levai, mes jambes tremblant sous l'effort, mais j'étais vivante. La créature, qui avait été si proche de me dévorer, semblait hésiter, comme si la chaleur qui renaissait en moi venait troubler son emprise. Je pris une profonde inspiration, l'air maintenant plus léger, moins glacé. « Vas-y, Claire !» murmura la petite fille, ses lèvres à peine bougeant. Je courus vers elle, la prenant par la main, et ensemble, nous avons affronté la créature. Mais cette fois, c'était différent. La chaleur, la vie, semblaient l'éloigner. Elle hurlait, se tordant sous l'impact, mais je sentais que c'était une lutte inégale. Elle n'était pas invincible, pas éternelle. Et alors, dans un éclat de lumière brûlante, l'entité se dissipa, s'évaporant dans le vent froid. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Je me sentais épuisée, brisée, mais vivante. Et au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Ce village, ce cycle de froid, n'était pas totalement terminé. Mais nous avions brisé quelque chose. Une fissure s'était ouverte. Une chance d'échapper à cet hiver sans fin. La petite fille, maintenant plus calme, leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis mon arrivée, elle sourit. Je m'appelle Pierre, et je suis instructeur de ski dans une station chic nichée au cœur des Alpes. C'est un travail que j'aime, malgré les températures glaciales et les journées parfois épuisantes. Les montagnes enneigées, majestueuses et immuables, sont mon refuge, mon terrain de jeu et, quelque part, ma maison. Ici, la vie suit un rythme particulier. Le jour, les pistes sont animées par les rires des touristes, le bruit des skis tranchant la neige et l'écho des conversations dans plusieurs langues. La nuit, tout change. Quand le soleil disparaît derrière les sommets, un silence presque oppressant enveloppe la vallée. Seul le vent sifflant entre les sapins et le craquement de la neige sous mes pas brise cette tranquillité glaciale. J'ai toujours trouvé cette quiétude apaisante, presque hypnotisante, jusqu'à il y a quelques jours. C'était après une grosse tempête de neige. Deux touristes, un couple venu de Paris, n'étaient pas revenus à leur chalet. Au début, personne ne s'est vraiment inquiété. Ce genre de choses arrive souvent. Des gens perdent la notion du temps, se réfugient dans un bar ou un refuge et oublient de prévenir. Mais quand leurs skis ont été retrouvés abandonnés près d'un sentier balisé, l'ambiance a changé. J'ai participé aux recherches avec l'équipe. Nous avons scruté chaque piste, fouillé les recoins où ils auraient pu se cacher. Rien. Pas une trace, pas un cri dans l'obscurité, seulement ce vide glacial qui semblait nous observer en retour. Depuis cette nuit-là, quelque chose a changé dans ma perception de ces montagnes que je pensais connaître. C'est subtil, difficile à expliquer, mais une sensation s'est installée au fond de moi. Une sorte de présence, invisible mais palpable, qui me donne l'impression que nous ne sommes jamais seuls ici, même lorsque tout semble désert. Quelques jours après la disparition des touristes, je reprenais mes rondes nocturnes sur les pistes.
C'est une habitude que j'ai prise depuis des années, une manière de m'assurer que tout est en ordre avant que le froid nocturne ne glace complètement les chemins. Ce soir-là, la neige brillait sous la lumière de ma lampe frontale, et le silence était presque parfait, interrompu seulement par le crissement de mes bottes. C'est alors que je l'ai vue pour la première fois. Une silhouette noire, mince et étrangement immobile, se découpait sur la blancheur immaculée. Elle se trouvait à une cinquantaine de mètres, juste en haut d'une pente. Mon cœur a raté un battement. Au départ, j'ai pensé à un animal, peut-être un chamois ou un cerf perdu, mais cette idée s'est vite dissipée. La silhouette bougeait. Lentement, elle glissait sur la neige, mais il n'y avait aucun bruit, aucun déplacement de poudreuse. Je me suis figé, mes yeux fixés sur elle. Elle avançait, ou plutôt flottait, et ses mouvements n'avaient rien de naturel. Quand j'ai pointé ma lampe vers elle, la lumière semblait l'absorber, comme si elle aspirait les ténèbres. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Mon instinct me disait de partir, mais mes jambes refusaient de bouger. Et puis, d'un coup, elle a disparu. Pas en s'éloignant ou en se cachant derrière un arbre. Non, elle s'est évanouie, comme une ombre effacée par la lumière. Le lendemain, j'ai raconté ce que j'avais vu à mes collègues. Certains m'ont écouté avec attention, d'autres ont ri en disant que j'avais dû halluciner à cause du froid. Mais au fond de leurs yeux, je pouvais lire une inquiétude qu'ils n'osaient pas exprimer. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de la légende pour la première fois, la faucheuse des neiges. Les anciens du coin en parlaient parfois, entre deux verres de génépi, comme d'une histoire pour effrayer les enfants. Une entité mystérieuse qui errait sur les montagnes, attirant les imprudents dans son royaume glacé. Je n'y avais jamais prêté attention. Mais maintenant, ces mots résonnaient en moi comme un avertissement. Et chaque nuit suivante, je ne pouvais m'empêcher de scruter les ténèbres, attendant, redoutant de revoir cette silhouette impossible. Les jours passaient, mais la station n'était plus la même. L'ambiance légère et insouciante des premiers jours de la saison avait laissé place à une tension palpable. Bien que la disparition des deux touristes ait été officiellement classée comme un accident, une conclusion pratique pour éviter de paniquer les clients, les murmures persistaient. Certains parlaient d'une avalanche silencieuse, d'autres d'un gouffre dissimulé sous la neige. Mais ceux qui travaillaient ici depuis longtemps savaient que c'était autre chose. Les choses ont empiré lorsqu'Antoine, l'un des pisteurs les plus expérimentés, n'est pas rentré de sa ronde. On a retrouvé son motoneige abandonné près d'un point de contrôle, son moteur encore chaud. À côté, il y avait une empreinte unique dans la neige, une trace fine et allongée, comme si quelqu'un ou quelque chose avait été traîné. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était qu'elle s'arrêtait brusquement, au milieu de nulle part. Aucune autre trace autour. Les disparitions ont continué. Chaque nuit, une personne manquait à l'appel. Parfois un employé, parfois un touriste. Et à chaque fois, les mêmes signes étranges, des marques dans la neige qui ne menaient nulle part, des fenêtres gelées où l'on distinguait de vagues empreintes de mains, comme si quelqu'un avait tenté de pénétrer dans les chalets. Une nuit, en fouillant un vieux chalet abandonné au pied des pistes, j'ai trouvé un carnet. Ces pages étaient fragiles, jaunies par le temps, et écrites dans une écriture tremblante. L'auteur, un homme nommé Émile, racontait des événements similaires remontant à près de 50 ans. Lui aussi avait vu une silhouette noire glissant sur la neige, lui aussi avait perdu des collègues et des amis sans laisser de traces. Il parlait de la faucheuse des neiges comme d'un esprit ancien, une gardienne des montagnes qui punissait ceux qui osaient profaner son territoire. Je voulais croire que ce n'était qu'un délire, le fruit de l'isolement ou de l'alcool. Mais tout ce qui se passait autour de moi correspondait parfaitement à ces descriptions. Et ce n'était pas seulement une légende, la faucheuse semblait suivre un schéma précis. Ses apparitions coïncidaient avec les nuits les plus froides, celles où la pleine lune illuminait les montagnes comme en plein jour. Je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps avant qu'elle ne me trouve. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Chaque soir, je sentais sa présence se rapprocher, et chaque ombre me paraissait plus menaçante que la précédente. La nuit où tout a basculé, une tempête de neige s'abattait sur la station. Les rafales de vent hurlaient à travers les vallées, projetant des tourbillons de neige si épais qu'il était impossible de voir à plus de quelques mètres. Malgré cela, je savais que je devais sortir. Je ne pouvais plus fuir. Quelque chose, une force que je ne comprenais pas, m'appelait. J'avais une lampe torche, un manteau épais et un vieux piolet que j'avais emporté plus par instinct que par nécessité. La station était vide à cette heure-là, les clients dormaient et mes collègues avaient tous déserté les lieux après les derniers événements. J'étais seul, ou du moins je le croyais. Nous sommes arrivés à un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Une clairière gelée, entourée de parois de glace naturelle qui reflétaient la lumière de ma lampe en une étrange danse. Au centre, un amas de formes sombres émergeait de la neige. Je m'approchai,
la torche tremblant dans ma main. C'était un cimetière de glace. Des corps étaient figés dans le sol, comme emprisonnés sous une couche de cristal translucide. Leurs visages étaient tordus dans des expressions de terreur pure, leurs yeux ouverts comme s'ils avaient vu quelque chose d'indescriptible au moment de leur mort. La silhouette s'immobilisa devant moi, et pour la première fois, je la vis clairement. Elle n'était ni homme ni femme, ni humaine ni animale. Une entité de pure obscurité, sa forme mouvante semblait absorber toute lumière autour d'elle. Ses yeux, s'ils pouvaient être appelés ainsi, étaient des abysses sans fond, des fenêtres ouvertes sur un néant froid et éternel. Je voulais fuir, mais mes jambes étaient paralysées. La Séphira tendit une main, longue et décharnée, et je sentis une force me tirer vers elle. Ce n'était pas une attaque physique, mais une attraction irrésistible, comme si elle cherchait à aspirer mon âme. Mes pensées s'embrouillaient, mon souffle se coupait. La neige autour de moi se mit à tourbillonner, formant une spirale autour de son corps obscur. Alors que je perdais toute sensation, je compris qu'il n'y avait aucune échappatoire. La faucheuse des neiges n'était pas une créature que l'on pouvait combattre ou raisonner. Elle était la montagne elle-même, une force ancestrale qui ne pardonnait aucune intrusion. Quand j'ai repris conscience, je ne savais pas où je me trouvais. Tout autour de moi n'était que silence et froid. La lumière blafarde de la lune perçait à peine à travers un ciel voilé. Mon corps était engourdi, mes membres lourds comme s'ils étaient faits de pierre. Je voulais bouger, mais je ne pouvais pas. En baissant les yeux, j'ai vu que mes jambes étaient enterrées dans la glace. Elles montaient lentement, comme si elles cherchaient à m'engloutir. J'ai essayé de crier, mais ma voix s'est perdue dans l'immensité des montagnes. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Pas le hurlement du vent, mais quelque chose de plus profond, comme un souffle lourd et sinistre. La faucheuse était toujours là. Je la voyais dans l'ombre des arbres, immobile, me regardant. Elle n'avait pas besoin de se rapprocher. Je sentais sa présence pénétrer mon esprit, fragment par fragment. La dernière chose dont je me souviens avant que l'obscurité totale ne m'engloutisse est le bruit d'une radio. Un grésillement faible et irrégulier, comme si quelqu'un essayait de m'appeler. Une voix déformée s'est manifestée, à peine audible à travers le bruit. « Pierre, aide-nous !» Et puis, plus rien. Le lendemain matin, les secouristes ont retrouvé ma lampe torche et ma radio abandonnée près d'une crevasse. Mon corps, lui, n'a jamais été retrouvé. La station a fermé temporairement, officiellement en raison des conditions climatiques difficiles. Mais les locaux savaient que ce n'était pas toute la vérité. Depuis, des rumeurs circulent. Certains disent que, les nuits les plus froides, on peut encore entendre une voix sur les fréquences radio, répétant en boucle ces mêmes mots. D'autres affirment que, par temps clair, on peut apercevoir une silhouette noire glissant sur les pentes désertes, à la recherche de nouvelles âmes à emporter. Et moi, je suis là, prisonnier de ces montagnes, figé pour l'éternité sous la glace. La faucheuse veille, et son royaume reste inviolé. Quand nous sommes arrivés à la ferme, Élise et moi, le paysage était déjà recouvert d'un épais manteau de neige. La Normandie, en hiver, semblait si paisible, presque endormie. C'était exactement ce que je cherchais, un endroit isolé où je pourrais tourner la page, reconstruire quelque chose pour ma fille et moi après le divorce. Mais dès que j'ai mis les pieds dans cette vieille maison, j'ai ressenti une lourdeur que je ne pouvais pas expliquer. La maison était vieille, très vieille. Les poutres de bois au plafond semblaient gémir à chaque rafale de vent, et le sol en pierre glacée amplifiait le froid qui s'insinuait partout. Pourtant, Élise était ravie. À peine avions-nous posé les cartons qu'elle courait dans les couloirs, s'émerveillant devant chaque porte qui grinçait, chaque recoin poussiéreux. « Regarde, maman, ma chambre est immense !» s'écria-t-elle en découvrant une pièce à l'étage avec une fenêtre qui donnait sur les champs enneigés. Je l'ai laissé faire, un sourire un peu forcé sur les lèvres. Je voulais qu'elle soit heureuse ici, malgré tout. Pourtant, quelque chose dans l'air me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas seulement le froid ou l'isolement. C'était autre chose. La première nuit, je n'ai pas bien dormi. Le silence était inhabituel, presque oppressant. Pas de bruit de voiture, pas de voisins, juste le vent qui hurlait contre les murs. J'entendais Élise respirer paisiblement dans la chambre d'Alexandra côté, et pourtant, je n'arrêtais pas de me tourner et de me retourner dans mon lit. Une étrange sensation de vigilance, comme si j'attendais quelque chose. Le lendemain, Élise était encore pleine d'énergie. Elle passait des heures près de la fenêtre, les yeux rivés sur les champs immaculés. « Qu'est-ce que tu regardes, ma chérie ?» lui ai-je demandé. « Il y a des traces dans la neige, » murmura-t-elle sans me regarder. J'ai plissé les yeux, mais je ne voyais rien. « Ce sont sûrement des animaux, » ai-je répondu, plus pour me rassurer que pour la convaincre.
Mais même en disant cela, je n'étais pas certaine. La première fois que j'ai entendu Élise chanter cette étrange mélodie, c'était une nuit glaciale. Le vent rugissait dehors, comme un animal en colère, et je m'étais endormi sur le canapé du salon, emmitouflé dans une couverture. Un bruit m'a réveillé, doux mais persistant. Une voix. C'était Élise. Je l'ai trouvée assise par terre dans sa chambre, les jambes croisées, les cheveux en désordre, fredonnant une mélodie que je ne reconnaissais pas. Une chanson douce, presque berçante, mais les notes me semblaient dissonantes. Inconfortable? Élise, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Il est tard. Elle leva les yeux vers moi, un sourire rêveur aux lèvres. Je chante, maman. Je vois ça. Mais quelle est cette chanson? Où tu l'as apprise? De la dame, répondit-elle simplement, comme si c'était évident. Quelle dame? Elle est dans le champ. Elle m'a appris. Un frisson parcourut mon dos. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre, mais tout ce que je voyais, c'était une mer de neige illuminée par la lueur froide de la lune. Pas une âme en vue. Il n'y a personne dehors, Élise. Tu as dû rêver. Elle secoua la tête. Non, elle est là. Elle m'a dit que c'était sa chanson. Je n'ai pas insisté, mais cette réponse m'a perturbé. Je la couchai et l'embrassai sur le front, tout en me promettant de surveiller ses jeux d'imagination. Les jours suivants, la mélodie revint. Élise la fredonnait en jouant, en dessinant, même en mangeant. Mais parfois, je l'entendais alors qu'elle n'était même pas dans la pièce. Une fois, j'étais dans la cuisine, en train de laver les assiettes, et les notes ont flotté jusqu'à moi. Élise? Ai-je appelé en essuyant mes mains sur un torchon. Pas de réponse. Quand je suis monté pour la trouver, elle était endormie dans son lit, profondément. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les jours passaient, et la mélodie semblait s'imprégner dans la maison, comme une odeur persistante. Élise continuait à chanter, toujours la même, avec cette étrange conviction qu'elle venait de la dame dans le champ. Je devais en savoir plus. Un matin, alors qu'Élise jouait dans sa chambre, j'ai décidé d'aller parler à nos voisins les plus proches. C'était un couple âgé, les Morel, qui vivaient à quelques kilomètres, dans une autre ferme. Je les avais rencontrés rapidement le jour de notre arrivée, et ils semblaient connaître l'histoire de cette maison. Madame Morel, en m'accueillant dans sa cuisine, a froncé les sourcils lorsque je lui ai posé des questions sur la ferme. « Vous avez entendu parler de Margot » a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. « Non, Margot. » Elle échangea un regard inquiet avec son mari avant de continuer. C'était il y a longtemps. Une femme vivait là, seule avec son petit garçon. Pendant un hiver particulièrement rude, l'enfant a disparu. On dit qu'il s'était aventuré dehors malgré le froid. Margot la cherchait partout, nuit et jour, dans les champs et les bois environnants. Elle refusait de s'arrêter, même quand les tempêtes faisaient rage. Monsieur Morel, qui jusque-là n'avait rien dit, ajouta. Elle chantait une mélodie, encore et encore. On racontait que c'était une berceuse qu'elle utilisait pour appeler son fils. Mais elle ne l'a jamais retrouvée. Et qu'est-il arrivé à Margot? Demandai-je, la gorge serrée. Madame Morel baissa les yeux. Ils ont retrouvé son corps, gelé, dans le champ derrière la maison. Elle tenait un petit jouet dans sa main. Un frisson glacial parcourut ma colonne vertébrale. Et la mélodie? Certains disent qu'on peut encore l'entendre, surtout l'hiver, quand la neige recouvre tout. Mais, elle hésita, comme si elle n'osait pas aller plus loin. Mais quoi? Insistai-je. On dit que si quelqu'un commence à la chanter, c'est que Margot est proche. Elle cherche toujours. Je suis rentré à la maison avec un poids sur la poitrine. Les paroles des Morel tournaient dans ma tête. Était-il possible qu'Élise soit connectée à cette Margot d'une manière ou d'une autre? En arrivant, Élise était à sa fenêtre, comme toujours. Elle fredonnait la mélodie. Mais cette fois, elle s'arrêta net et me regarda. Elle m'a dit que tu ne devrais pas poser de questions, maman. Je restai figé. Qui t'a dit ça? Murmurai-je. La dame, répondit-elle calmement. Elle n'aime pas quand tu te mêles de ses affaires. Les choses commencèrent à devenir encore plus étranges après cette conversation avec Élise. La mélodie persistait, mais maintenant, elle semblait différente. Ce n'était plus seulement un chant innocent, presque enfantin. C'était une mélodie devenue plus profonde, plus entêtante, comme un murmure venu du fond des ténèbres. Élise commença à agir de manière étrange. Elle passait de plus en plus de temps dehors, même par temps glacial, comme attirée par quelque chose que je ne pouvais pas voir. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. La maison était plongée dans l'obscurité, et j'entendis le bruit d'une porte qui s'ouvrait lentement. Je me levai précipitamment, le cœur battant la chamade, et j'aperçus Élise, en pyjama, debout dans le couloir. Elle se tenait droite, les yeux écarquillés,
fixant l'obscurité du salon comme si elle attendait quelque chose. « Élise, qu'est-ce que tu fais » demandai-je, ma voix tremblante. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle tourna la tête vers moi, son visage étrangement calme. Elle m'a dit d'aller dans le champ, dit-elle d'une voix sans émotion. Elle m'attend. Mon estomac se noie. Non, Élise, tu rentres tout de suite dans ta chambre. Elle se mit à avancer lentement, comme dans un rêve. Je me précipitai pour la saisir, mais elle se débattit avec une force surprenante. Laisse-moi. Elle a besoin de moi. J'ai eu le sentiment que la maison elle-même me rejetait. Un vent froid soufflait soudainement à travers les fenêtres, comme si la neige s'était insidieusement infiltrée dans les murs. Je tentai de la forcer à revenir à l'intérieur, mais elle se dégagea de mes bras et courut vers la porte d'entrée, les yeux fixés sur la tempête de neige qui faisait rage dehors. C'est alors que je l'ai vue. Dans la lueur de la lune, au loin, sur le bord du champ, une silhouette se dressait. Une femme. Ses vêtements étaient déchirés, et ses cheveux longs et emmêlés flottaient autour d'elle comme une aura sombre. Je pouvais presque entendre la mélodie dans le vent, la même mélodie que chantait Élise. C'était elle. « Élise, reviens ici » hurlai-je, mais ma voix se perdit dans le hurlement du vent. Élise s'arrêta un instant, comme si elle entendait ma voix à travers un épais brouillard. Mais puis, d'une manière presque mécanique, elle continua à avancer. Elle s'éloigna de plus en plus, son corps disparaissant peu à peu dans la tempête. Je courus après elle, mon cœur battant la chamade, mais avant que je n'atteigne la porte, un cri perça la nuit. Ce cri, ce n'était pas celui de ma fille. C'était un cri douloureux, un cri d'agonie, comme si l'air lui-même était déchiré. Quand je sortis dans la neige, la silhouette de la femme était toujours là, mais Élise. Elle était là, immobile, les yeux grands ouverts, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. « Élise, viens ici » hurlai-je. Mais la voix qui répondit n'était pas la sienne. « Elle vient. Maman, elle vient. » Et la mélodie, toujours plus forte, enveloppait tout, comme si la neige elle-même était en train de chanter. La tempête faisait rage autour de nous, mais je n'entendais plus que la mélodie, de plus en plus forte, de plus en plus insistante. C'était comme si la neige elle-même chantait, une chanson que j'avais l'impression d'entendre dans mes os, dans mes veines. Élise se tenait là, figée, les yeux fixés sur la silhouette de la femme dans le champ, qui ne bougeait pas, mais semblait être là, présente, dans chaque battement de cœur. La scène était irréelle, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Je m'approchai de ma fille, le cœur lourd de terreur, mais aussi d'une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Élise, écoute-moi, chérie. Nous devons rentrer, tout de suite. » Elle tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux étaient vides, comme s'il n'y avait plus de vie en elle, juste un vide insondable. Elle m'a dit que je ne pouvais pas partir. Elle a besoin de moi, maman. Je m'agenouillai devant elle, prenant ses mains glacées dans les miennes. Tu n'as rien à faire ici. Elle n'a pas besoin de toi, Élise. C'est une illusion. Une illusion. Mais la petite fille, ma fille, ne semblait plus m'entendre. Elle se détacha doucement de mes bras, comme si elle n'était qu'un marionnettiste, et se remit à avancer, un pas après l'autre, vers la silhouette qui l'appelait. Je me tournai vers la silhouette. Elle n'était plus simplement une forme lointaine. Non, elle s'était rapprochée. Lentement, mais sûrement, elle avançait dans ma direction. Ses yeux brillaient d'une lueur froide, et sa bouche, sans que je m'en rende compte, murmurait la mélodie, tout en maintenant un sourire glacé sur ses lèvres. « Margot » chuchotai-je, les mots m'étranglant. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, un sourire triste, perdu, qui semblait être à la fois celui d'une mère en quête désespérée et d'une créature démoniaque, perdue dans les limbes du froid éternel. Je sentis un frisson parcourir mon dos. C'était comme si la neige s'était figée autour de nous, que l'air devenait plus dense, plus lourd. Chaque souffle que je prenais semblait plus difficile, comme si quelque chose m'étranglait lentement, m'empêchait de respirer. « Élise » hurlai-je, mais ma voix se perdit dans l'épais manteau de neige. « Viens avec moi » Elle se tourna à nouveau, et pour une fraction de seconde, il y eut une étincelle de reconnaissance dans ses yeux. Elle s'approcha de moi, d'un pas hésitant, mais la silhouette derrière elle, Margot, s'avança aussi, et la mélodie augmenta en intensité, devenant insupportable. « Je veux mon fils » dit-elle d'une voix éthérée, qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. « Elle viendra à moi, comme je suis venu pour lui. » Je n'avais plus de choix. Je devais agir. Je pris Élise dans mes bras, la serrant contre moi avec une force désespérée. Mais au moment où je tournais les talons pour fuir, une pression glaciale me saisit par le bras. « Non » souffla Margot, sa voix un murmure glacial qui perça mes oreilles.
Elle doit rester. Elle est la clé. Un hurlement de terreur m'échappa, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. Je tirai Élise vers moi avec toute la force que je pouvais rassembler, mais la neige semblait m'engloutir à chaque pas. Le vent hurlait, la mélodie battait dans mes oreilles comme un tambour obsédant. Soudain, la main de Margot s'abattit sur mon épaule. Un cri perça la nuit, un cri que je n'oublierai jamais, car c'était le mien, le cri d'une mère déchirée entre sauver sa fille et la laisser partir. Mais avant que je puisse réagir, Élise disparut dans la neige, son corps englouti par l'obscurité. J'étais seul, mais la mélodie continuait à me hanter, chaque note plus insupportable que la précédente. Je suis parti, emportant avec moi le souvenir d'Élise, mais je sais au fond de moi que la mélodie, elle, ne s'arrêtera jamais.